On va revoir l'ensemble des techniques du crâne concernant les os du crâne en flexion. En prise latérale, la flexion, retour au point neutre, l'extension. Je vous rappelle que la flexion correspond, c'est mieux si je le mets dans le bon sens, correspond à l'ascension de la symphyse sphéno-basilaire. Flexion, point neutre, extension. Ascension de la symphyse sphéno-basilaire qui se traduit donc à la périphérie par une descente ici occipitale et par une descente du corps, de la partie antérieure du corps du sphénoïde, et une descente des grandes ailes. On parle de flexion, extension en ce qui concerne la ligne des os impairs. Dès qu'on s'adressera aux os pairs, on parlera de rotation externe, rotation interne. Par exemple, en ce qui concerne le sphénoïde, on dira que le corps du sphénoïde fait une flexion, les grandes ailes, les petites ailes, les ptérygoïdes feront une rotation externe. En prise antéro-postérieure, dans la flexion, on retrouve ce mouvement-ci, descente vers les pieds, et tendance au centre à se rassembler ici, au niveau des troisièmes doigts. Ce qui fait que si j'étudie la flexion au niveau de l'occiput, ça va me donner ceci. Flexion, retour au point neutre, extension, retour au point neutre. La prise est donc celle-là. Je fais basculer la tête du patient, je glisse une main dessous, l'autre main, et je me situe au niveau de la jonction entre l'occiput et les premières cervicales. Je veille à ne pas contraindre la colonne, ni comme ceci, ni comme cela. C'est important que la colonne soit bien libre, que je respecte les courbures de la colonne. Selon les personnes, on sera amené à mettre un petit coussin pour surélever éventuellement la colonne, surtout si le dos, la tête, pardon, surtout si les gens sont très syphotiques. Et ici, je peux juste penser flexion et penser extension et voir si l'ensemble de la structure suit et part en flexion ou en extension. Je peux faire une induction physique où je vais induire une flexion, une extension. Flexion, retour au point neutre, extension. Chaque fois que je teste, je prends le temps de l'induction, je vois comment la structure répond, je vais au bout de la réponse, je reviens au point neutre, et ensuite je pars dans l'autre direction. Je ne précipite pas les choses. Ici, on a vu donc l'occiput. L'autre pièce clé, c'est le sphénoïde. Les grandes ailes du sphénoïde qui sont en regard ici. Dans la flexion, on va avoir ceci. Les grandes ailes descendent et s'écartent. On peut prendre cette technique ici, qui va consister à prendre l'occiput en berceau, les grandes ailes du sphénoïde ici. Et ici, le mouvement de flexion sera le suivant. Flexion, retour au point neutre, extension, retour au point neutre. J'évite de tirer les cheveux du patient, ce n'est pas forcément agréable. D'accord? Donc vous voyez ma main occipitale ici.
un petit peu trop descendu, je la recale. Voilà. Ici, je prends, si on regarde avec des grandes ailes, et pareil, induction mentale, flexion. Je peux faire une induction plus physique, où là, j'introduirai une composante de flexion occipitale et une composante de flexion sphénoïdale. Donc pensez toujours, quand vous travaillez l'occiput avec le poids de la tête, pensez toujours à ne pas travailler qu'avec la main du dessus, mais aussi avec la main de derrière. Donc flexion, retour au point neutre, extension, retour au point neutre. Temporaux qui sont ici, sous mes 3 et 4e doigts. Dans la flexion, si je m'intéresse juste à ce plan-ci, le temporal va faire une rotation externe, retour au point neutre, rotation interne. Alors, il faut vraiment, quand on évoque le modèle de l'os vertébral sacré, quand on parle de rotation externe et rotation interne, oublier complètement ce qu'est la rotation externe et la rotation interne ailleurs dans le corps, au niveau d'un genou, rotation interne, rotation externe, rotation interne, rotation externe. Oubliez ce référentiel-là, c'est un autre référentiel. On dit que les mouvements des opères lors de la flexion sont de la rotation externe. Oubliez le référentiel classique que vous avez de la rotation externe. Donc, ici, je peux prendre la prise en papillon de vélo. Dans cette prise, j'ai le doigt, le 3e doigt en regard du conduit auditif, orienté en direction des rochers. J'ai ces 2 doigts ici qui sont sur la mastoïde et j'ai ces 2 doigts ici qui sont sur la zygoma. Prise en papillon de vélo. Hop. Et voilà. Donc les doigts ici sur la mastoïde, les doigts ici sur la zygoma. Et donc je situe ce 3e doigt au niveau du conduit auditif. Voilà. De chaque côté. Et donc ici, la rotation externe, juste dans ce plan-là, va se traduire par rotation externe, retour au point neutre, rotation interne, retour au point neutre. Si on considère juste cette composante, en fait, dans le mouvement de flexion et extension, la rotation externe du temporal est plus complexe. Il y a une dimension qui tend à faire ceci et une dimension qui tend à faire cela. Donc il y a 3 composantes. Il y a ce mouvement-ci, ce mouvement-là, ce mouvement-là. L'ensemble, sur l'axe oblique des rochers, donc vous voyez ici l'obliquité. Donc, en dedans, en arrière, en haut. Donc dedans, en arrière, en haut. Le mouvement des temporaux se traduit par un mouvement dit de roue voilée. Rotation externe, point neutre, rotation interne, point neutre, rotation externe, point neutre, rotation interne, point neutre. Bien sûr, je l'exagère. Rotation externe, retour au point neutre, rotation interne, retour au point neutre. Mouvement de roue voilée, ici, avec cette prise ici. Si on considère la sollicitation des temporaux, et si on considère qu'un temporal, par exemple, est fixé par rapport à un autre,
On peut réaliser une technique qui vise à jouer à la fois sur le facteur de compression du temps temporal vers la symphyse phénobasilaire. Donc, dans cette technique, on aura un temps de décompression. Ensuite, on amènera le temporal en rotation interne, puis en rotation externe, et ensuite, on reviendra sur l'axe du rocher. Donc, dans cette technique, il y a 3 temps. Un temps de décompression sur l'axe oblique du temporal, un temps de rotation interne, un temps de rotation externe, donc le mouvement de roue voilée, et ensuite, doucement, on revient au point neutre ici. Cette main sous l'occiput, je prends ici le pavillon d'oreille, j'exerce une traction sur l'axe des rochers. Donc je prends le temps, je me projette au centre en direction de la symphyse phénobasilaire. Je pars en rotation interne ici. Je reviens, je pars en rotation externe ici. Et doucement, je relâche la traction. Donc, un temps de traction, un temps de rotation interne, un temps de rotation externe, toujours en traction, et ensuite, je reviens ici. Donc, 4 temps pour cette technique. Une technique qui peut être intéressante aussi quand je sens une asymétrie des temporaux, c'est la technique de roulement des temporaux. Je vais solliciter un temporal en rotation interne, l'autre en rotation externe. Donc j'aurai cette prise ici. Ici, j'ai le pouce qui est au niveau de la mastoïde, au-dessus. Pareil de l'autre côté. Les deux mains dessous sont croisées ici. Voilà. Et il faut comprendre qu'ici, j'ai l'oreille. Et donc, je vais solliciter un temporal en rotation externe et l'autre en rotation interne. Je vais faire ce mouvement alternatif. Ici, hop, j'embarque un temporal en rotation externe, celui-là, et l'autre en rotation interne. Retour au point neutre, et j'invite le contraire. Rotation externe ici, rotation interne ici. Les deux temporaux sont ici, un là. Un là, je ne sais pas si je vais y arriver, ici à peu près, voilà. Voilà, ça me donne ici, rotation externe d'un côté, rotation interne de l'autre. Rotation externe d'un côté, rotation interne de l'autre. Donc, ici, là, je vais croiser dessous. Et là, je prends le temps vraiment, je prends le temps de venir chercher la rotation externe. Et de l'autre côté, je me sers de l'oreille pour amener de la rotation interne. Tant que je peux aller en rotation externe, j'y vais. Quand je ne peux plus, je reviens. Je repars ici, point neutre. Et je repars ici en rotation interne. Puis je reviens ici. Et je repars ici en rotation externe à droite, rotation interne à gauche. Je reviens ici, point neutre. Et je repars ici de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai ce mouvement alternatif que je fais. Là, je le fais de façon un peu rapide. Je peux prendre plus de temps, en fait. Vous remarquerez que, vous avez peut-être remarqué que
au début de la technique, j'ai amené toute la tête comme ça. Non, c'est pas forcément intéressant d'amener la tête comme ça, parce que là, je sollicite les cervicales, ça n'a aucun intérêt, non. L'intérêt, c'est de garder au contraire la tête dans cet axe-ci. Pour ça, je me sers les mains occipitales et de partir ici, sans amener la tête en rotation d'un côté ou en rotation de l'autre. Quand j'ai l'impression qu'effectivement, je sens moins de résistance, qu'il y a plus de liberté dans les temporaux, c'est intéressant de finir par une synchronisation des temporaux, soit comme ça, ici, en rotation externe, en rotation interne, soit avec la prise en papillon de vélo, rotation externe, rotation interne. Là, je les amène les deux ensemble dans la rotation externe, la rotation interne. De toute façon, c'est toujours intéressant de finir par une réharmonisation globale du crâne. Donc vous finirez par une prise latérale, une prise antéro-postérieure et une prise occiput-sacrum qui réharmonise l'ensemble. On va voir maintenant le frontal et ensuite on va voir la face, les techniques sur la face. Alors, dans la flexion donc, on voit que les grandes ailes du fessier descendent. On voit que cette dimension augmente. Et dans la prise antéro-postérieure, on voit ici qu'il y a une force de rappel ici, qui tend à faire que ce point descend vers la table. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe au niveau des frontaux? On va avoir un mouvement comme ceci, avec une descente vers les pieds. Flexion. Retour au point neutre. Extension. Retour au point neutre. Le frontal se comporte comme un os pair. Deux parties ici. Donc en fait, on va parler de rotation externe et rotation interne pour le frontal. Donc pendant la flexion, rotation externe du frontal, retour au point neutre, rotation interne du frontal, retour au point neutre. Ce qui est très intéressant, ça peut être juste de poser les mains. Posez les mains. Attention de ne pas trop glisser sur la peau, etc. Vous posez les mains, vous projetez vraiment dans la structure, dans l'os. Et là déjà, par induction mentale, déjà vous pouvez vraiment tester et sentir s'il y a une liberté de mouvement dans une direction ou dans l'autre. Vous pouvez réaliser les techniques ainsi. C'est un peu comme si vous aviez de la colle entre l'os et votre main. Donc du coup, vous évitez de glisser sur la peau. Attention à ne pas mettre de pression. Souvent, comme on veut être vraiment en contact, on met beaucoup de pression. Et cette pression n'est pas agréable du tout sur le frontal. Donc en fait, ce n'est pas une question de pression, c'est une question de présence, d'intention. Voilà. Toujours pareil, pour travailler, vous pouvez revenir sur plusieurs cycles. Vous pouvez vous laisser porter par la vague du mouvement qui va, qui vient, qui à un moment donné peut-être s'arrête, temps de still point, pour repartir plus loin. Si vous n'avez pas ce senti-là, vous pouvez travailler par induction. Je vous propose de travailler par induction parce qu'au début, ce n'est pas évident d'avoir le senti. Je vous propose de prendre le temps quand vous induisez parce que ce n'est pas évident non plus d'avoir le senti du rythme. Donc en induisant et en prenant le temps, vous laissez à la structure le temps de réagir. Donc quelque part, vos techniques sont bien vécues par le patient. Si vous êtes brutal, si vous allez trop vite, si vous êtes à contre-temps dans le rythme, etc., vous créez des perturbations. Si vous prenez le temps, le corps a le temps de s'adapter, d'intégrer la sollicitation que vous faites. On a vu ici le frontal. On verra l'ethmoïde après, avec un travail en bouche. On va continuer par
le travail sur le maxillaire. Le maxillaire ici peut venir ici en contact et travailler la rotation externe, rotation interne. Rotation externe, le maxillaire fait exactement la même chose que le frontal. Hop, rotation externe, rotation interne, rotation externe, rotation interne. Le maxillaire en bleu, le palais ici. Je suis là, rotation externe, rotation interne. Rotation externe avec une force de rappel ici, celle qu'on trouve ici dans la flexion. Donc ce point qui a tendance à descendre, rotation externe, rotation interne. Si on regarde le palais ici, le palais en rotation externe, en fait, à l'arrière s'écarte. Ça nous donne une voûte romane. En rotation interne, par contre, l'ensemble se referme. Par contre, ici, il y a une avancée. Et là, la voûte derrière est beaucoup plus serrée. Et on peut parler d'une voûte gothique. Donc, ce n'est pas forcément évident de travailler la rotation externe. De travailler la rotation externe comme ça, c'est-à-dire je viens ici au contact, c'est pas évident parce que je bouge un petit peu les narines, etc. C'est pas très sympa. J'ai pas un très bon contact en plus. Donc rotation externe, rotation interne, rotation externe. Mais là je glisse sur beaucoup de, vous voyez, il y a tous les tissus mous, etc. Qui font que c'est pas forcément évident de travailler le maxillaire comme ça. De toute façon, soyons clairs, le maxillaire, ce qui est le plus important, c'est de bien le décomprimer. Le maxillaire a tendance à être comprimé déjà sur la face. Ensuite, on pourra bien travailler la rotation externe, la rotation interne avec une prise buccale. On va voir l'ensemble des techniques intrabuccales après. Et ensuite, si je passe ici sur la mandibule, je peux travailler la mandibule ainsi. La mandibule, exactement pareil. L'ensemble de la face fait ça. Rotation externe, rotation interne. Maxillaire, rotation externe, rotation interne. Mandibule, rotation externe, rotation interne. Exactement la même chose aux 3 étages. Donc, je peux travailler avec cette prise-ci. Quelque chose de très physique. Bon là, on sent qu'il y a une résistance au niveau des muscles du plancher de la bouche, donc je suis obligé de me faire... je sens que c'est pas apprécié du tout. Donc du coup, je me fais discret. Je ne vais pas me glisser à l'intérieur avec les doigts, je vais rester juste à la superficie. Voilà. Et donc, je demande à la personne d'entrouvrir la bouche. Et ici, rotation externe, rotation interne, rotation externe ici, rotation externe ici, rotation interne ici, rotation externe, retour au point neutre, rotation interne, retour au point neutre. Je peux faire une espèce de TGO, je dirais, un peu global, qui embarque les tissus mous, etc. Dans cette flexion, rotation externe de l'ensemble de la partie antérieure du crâne et de la face. Ça peut être assez sympa. En même temps, je lifte un petit peu le frontal. Donc j'évite de mettre de la pression. Je dégage l'ensemble du frontal vers le haut. Donc je décomprime dans l'intention occiput, sphénoïde, frontal. Voilà. Et je travaille. J'invite l'ensemble de la structure en rotation externe et en liftant. Ensuite, je viens ici, je prends la face, que j'emmène en rotation externe et que je continue de lifter, je continue d'avoir ici ce petit mouvement ici d'élévation. Donc à la fois, il y a ce mouvement-ci et puis l'ensemble que je tends à élever. Voilà, petit lift comme ça. Et ensuite, la mandibule aussi. Et je continue
à faire la même chose là-haut, mais je prends en prime la mandibule. Voilà. Maintenant, on va aller voir les techniques intrabuccales. Donc ici, on voit occiput, sphénoïde, ethmoïde. Ça, c'est vraiment la ligne centrale. Et donc, sur la ligne centrale, le mouvement de flexion-extension se traduit par un mouvement de roue dentée. Flexion ici. Magnifique, j'y arrive. Voilà. Mouvement de roue dentée. Flexion entre occiput et sphénoïde, et entre sphénoïde et ethmoïde. On revient ici. Point neutre. Les extensions, c'est l'inverse. Je pense, si je vais y arriver, oh, je ne crois pas. Je ne crois pas vraiment. Il faut que l'ethmoïde parte un petit peu dans l'autre sens. Donc en fait, ce mouvement-ci dans la flexion, ce mouvement-ci dans l'extension. Il faut voir que dessous, ici, on a le vomer, et ici, on a le palais. En fait, dans la flexion, le vomer est embarqué aussi dans ce mouvement-ci, et on va avoir l'ensemble du palais qui va faire ceci. Alors, là, j'y arrive pas, par contre. Voilà. Flexion, ici, qui se traduit au niveau du palais par cela. Retour au point neutre. Palais horizontal. Extension. Retour au point neutre. On voit ici le vomer. Et en blanc, on voit ici l'ethmoïde. Ici le palais. Donc dans cette prise-ci, comme ceci, la flexion de l'occiput, ben, ça n'a pas changé. Là, la flexion du palais, c'est cela. Ici, là, sur ce point-ci a tendance à descendre vers la table. Donc, si j'ai cette prise-ci, on va avoir flexion, retour au point neutre, extension, retour au point neutre. Si je mets en plus la main de dessous, ça nous fait flexion, retour au point neutre, extension, retour au point neutre. C'est plus facile de le faire comme ça. Flexion, retour au point neutre, extension, retour au point neutre. Ça, c'est donc sur la ligne médiane. Pour parler de la flexion et de l'extension du corps du sphénoïde, du corps de l'ethmoïde, voilà, et du basi-occiput, qui est là. Maintenant, on va s'intéresser à la rotation externe. La rotation externe des os. J'ai un problème. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai un problème. Voilà. Pourquoi j'ai un problème? Parce que voilà, je le mets juste dans le site. Donc ici, c'était les os impairs ici. La ligne des os impairs. Ensuite, on va s'intéresser aux os pairs. Donc, on va s'intéresser au ptérygoïde ici, au niveau du palais, au palatin et au maxillaire. Si je regarde le palais, le palais est constitué ici du maxillaire en avant. Ici, quand on descend, on sent bien la suture cruciforme ici. On sent bien le relief de la suture cruciforme. Quand on arrive au niveau de la suture cruciforme, on arrive sur les palatins. Le palais mou est encore derrière. Et ici, on sent
les ptérygoïdes internes et ptérygoïdes externes. Ptérygoïdes internes, externes. Mais quand on est ici en bouche, on sent, quand on descend, la ptérygoïde interne ici et là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, dans la flexion, dont on a vu qu'il se passait ceci, on va avoir une rotation externe. Rotation externe ici, retour au point neutre. Ici, rotation externe, retour au point neutre. Si je vais sur, donc ici je suis sur le maxillaire, je descends ici le long de ma suture, j'arrive à la suture cruciforme que je sens, je me glisse un petit peu en latéral, mais pas trop loin, parce que si je pars trop loin et si je glisse sur l'arcade dentaire, je vais rester sur le maxillaire et je vais aller choper ici cette structure du palatin, cette apophyse du palatin. Ce que je veux quand j'arrive ici, c'est au contraire partir un petit peu sur le côté, sans aller trop, et glisser comme ça, le long. Donc, ce rebord du doigt reste assez médian, et là, je suis vraiment sur le palatin. Le palatin, il faut que je fasse attention de ne pas écraser, de ne pas mettre de force de compression dans ce sens-là. Il y a la suture orbitaire du palatin qui émerge ici au fond de l'œil. Donc la rotation externe du palatin, dans la rotation externe du palatin, je l'invite à partir à l'extérieur. En aucun cas, je n'appuie vers le haut. Au contraire, je l'invite à partir à descendre comme ça. Je l'invite à venir par là. Donc c'est très très doux, c'est une invitation très très douce du palatin à partir comme ça. Retour. Et je n'irai pas tester la rotation interne du palatin, parce que c'est plus intéressant de le décomprimer et de l'amener en rotation externe. Ensuite, je peux descendre encore un petit peu plus bas, ici. Et ici, avec le bout du doigt, ici, avec cette partie-ci du doigt, je viens au contact de la ptérygoïde. Alors, selon les personnes et leur réflexe nauséeux, je pourrais aller plus ou moins loin. Il y a des gens, déjà, chez qui c'est très problématique, déjà, de travailler ici. Mais chez d'autres personnes, il n'y a aucun problème, on peut vraiment travailler là, et même jusque-là, sans que ça pose de problèmes de réflexe nauséeux. Quand je suis là, je suis sur le sphénoïde, d'accord. Rotation externe de la grande aile, toujours avec cette rotation externe de la grande aile, avec cette composante-ci, rotation externe ici, de l'autre côté. Donc on va voir l'ensemble de ces techniques. Alors maintenant, si je veux travailler toujours sur la face, le massif facial à proprement parler, pour amener le massif facial en flexion ou en extension, je peux travailler avec cette prise-ci pour la flexion, cette prise-là pour l'extension. Ici, je vais entraîner une pression ici et voilà, flexion. Retour au point neutre. Ici, je vais passer ici, dans cet axe-là, extension, retour au point neutre. Ici, là, comme ça, flexion, j'appuie là et là, flexion. Voilà. Retour au point neutre. Ici, je me mets là. Ici, mon doigt devient plus oblique. J'appuie comme ça. Extension. Retour au point neutre. On recommence. Ici, flexion. Retour au point neutre. Ici, extension. Retour au point neutre. Ici, voilà. Pour la bouche, voilà, je me mets sur la ligne centrale, je demande à Hugo de fermer un petit peu la bouche, il est en contact. Hugo, par contre. Ah, Arthur. Voilà. Voilà. Ça, c'est la première prise. Sollicitation, flexion. Retour au point neutre. Sollicitation en extension. Retour au point neutre.
flexion, retour au point neutre, extension, retour au point neutre. Si je change, je peux très bien travailler ici avec le sphénoïde. Pareil, sollicitation, flexion, retour au point neutre, en extension, retour au point neutre. Là, je fais une induction vraiment physique, hein, pour que ça puisse être vu. Ok. Si je veux travailler uniquement sur le palais, je viens ici, là. Là, ici, je fais une sollicitation dans cet axe-ci, et vers les pieds. Et là, j'induis une flexion au niveau de la face. Je retourne au point neutre. Je glisse ici. Là, vous voyez, je change l'orientation de mon doigt. Là, mon doigt, il était plutôt antérieur, il passe postérieur. Et là, extension, retour au point neutre. Là, ici, je suis comme ça, extension, retour au point neutre. Ici, je suis comme ça, flexion, retour au point neutre. Ensuite, je peux travailler, venir tester. Donc là, je descends sur la suture médiale. Je m'arrête avant la suture cruciforme et je viens tester la rotation externe d'un côté. Retour au point neutre. La rotation externe de l'autre côté. Là, ici, ça bute un peu. La rotation externe de ce côté-ci est moins évidente que de l'autre côté. Technique de correction, je peux très bien travailler comme ça. Comme ça, je peux très bien prendre aussi le maxillaire ici, que je peux dans un premier temps désimpacter, puisqu'on voit que le maxillaire est souvent comprimé. Je crée un facteur de décompression, comme avec la technique du temporal que j'ai montré tout à l'heure. Décomprimer et ensuite amener l'ensemble de la structure, l'inviter à aller en rotation externe. C'est vraiment un travail très physique. C'est pas du tout, je l'ai fait de façon très physique. Je peux venir travailler sur le palatin. Donc je descends sur l'axe médian, j'arrive à la suture cruciforme, hop, je me glisse un petit peu sur le côté, et là je viens, voilà, et là je viens, rotation externe, et je descends vers les pieds, je reviens. De l'autre côté, rotation externe, je reviens. Donc ça c'était pour le palatin, le mouvement c'est rotation externe, très très doux. Là par contre, autant sur le maxillaire j'ai été très physique, autant tu as senti là, Arthur, que vraiment sur le palatin j'étais très très léger, je ne veux surtout pas impacter le palatin, le comprimer. Donc je le sollicite en rotation externe et je pars vers les pieds, je le sollicite en rotation externe et je pars vers les pieds. Reste la ptérygoïde. Donc là je suis sur le plan médian, là j'arrive ici, j'ai passé la suture cruciforme, et là je vais ici, là, voilà, ici, là j'arrive sur la ptérygoïde ici. Voilà, là j'y suis. Top. Rotation externe. Et je reviens. Là aussi, ce sont des sollicitations très très douces. Rotation externe. Je reviens. Sur le palatin, là ici, ptérygoïde c'était ici, palatin c'est là, ptérygoïde ici, là, cette apophyse là, que tu sens au bout du doigt, que je touche, là ici, palatin, ici, maxillaire, d'accord. Donc je vais de plus en plus loin, palatin, maxillaire, palatin, ptérygoïde. Je mime le sacrum avec l'occiput. Flexion. Retour au point neutre.
extension, retour au point. Donc, je suis là, j'ai mon sacrum entre mes mains, flexion, retour au point neutre, extension, retour au point neutre. Maintenant, si je considère l'occiput à l'autre extrémité, flexion, retour au point neutre, extension, retour au point neutre. Ce qui nous donne un mouvement qui va dans le même sens. C'est-à-dire que flexion, retour au point neutre, extension, retour au point neutre, flexion, retour au point neutre, extension, retour au point neutre. Pour celle-là, tu plies les jambes, tu soulèves, tu poses, tu allonges les jambes. Voilà, comme ça ici. Soit tu plies. Soit celle-là. Tu poses, tu allonges les jambes. Alors, je vérifie toujours l'horizontalité du bassin. Là, il penche un peu comme ça d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le bassin du dos aussi qui... Je ne suis pas sûr que ce soit que moi qui penche, qui le fasse pencher. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce qui peut être intéressant, pour lancer ce mouvement, à la fois lancer le senti, mais possible pour détendre le patient, presque le lancer, c'est de demander au patient de fléchir les pieds. Dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Et de pointer les pieds. Pointer. Voilà. Et de fléchir. Donc là, je sens que le sacrum est sollicité. Et de pointer. Sur la flexion, je vais vous demander d'inspirer. Sur l'extension, je vous demande de pointer. Oui, pardon. Donc, flexion des pieds, j'inspire. Extension des pieds, je souffle. Du coup, je me mets bien dans la main ce mouvement. Je le sens assez bien. Maintenant, vous pouvez relâcher. Donc maintenant, la personne peut relâcher, mais je l'ai bien déjà. Et je vois si, ce n'est pas le mouvement dans le schéma du mécanisme respiratoire primaire, puisque là, c'est un mouvement très physique qu'on lance. Mais ça me donne la sensation de ce mouvement. Flexion, extension. Maintenant, je vais mettre la main de l'autre côté, ici. Alors, c'est bien d'avoir pris quelqu'un qui est petit pour montrer cette technique. Alors, tu peux refaire le mouvement de flexion, extension du pied avec l'inspire. Et tu souffles. Relâche bien la tête. Ferme les yeux. Vas-y. Et tu souffles. Alors, il y a un petit mouvement occipital, pas énorme, mais un petit mouvement occipital. Vas-y encore. Voilà, là, hop, là, il part. Et tu souffles. Alors, je peux m'aider. Quand il souffle, je peux l'amener un petit peu comme ça. Et quand il inspire, tu te laisses faire, je peux, hop, solliciter un petit peu comme ça. Et tu souffles. Relâche bien la tête. Voilà, il faut que la personne se laisse bien faire. Inspire. Je tombe la tête, hop. Et là, ici, hop, petite sollicitation ici, en extension. Et je reviens ici. Relâche bien la tête. Voilà, relâche la tête. Ok, et puis après, une fois que j'ai lancé ça, je laisse poser
Et maintenant, en induction mentale, je vais travailler ce mouvement que je me suis bien mis dans les mains, que j'ai lancé un petit peu chez le patient, et là je travaille sur un autre monde. D'accord? Voilà. Cette technique elle est très très intéressante dans les whiplash, dans les coups du lapin, quand les colonnes sont très très figées, très très rigides. Aussi chez des gens qui ont des spondylarthrites ankylosantes, des choses comme ça. Ben la maladie de Le Forestier ou autre. Ça peut être intéressant parce que vraiment ça lance un petit mouvement sur toute la colonne, de balancier, très très doux, et qui petit à petit libère les fixations sur la colonne, tout en douceur. C'est bien de finir toujours en relançant cette dimension verticale. Voilà, donc on a fini, on a fait un petit tour de la flexion, rotation externe, extension, rotation interne.